Avec le harcèlement, les menaces que j'ai reçues, ça change complètement la vision qu'on a des réseaux. Ça met vraiment en danger ma personne et les gens qui sont autour de moi dans ma famille. Ils me mettent comme responsable de tout ça, alors que tout ce que j'ai fait, c'est expliquer ce que j'ai vécu puis ce que lui m'a fait subir, en guillemets. J'ai jamais voulu être connue, puis si je devais l'être, j'aurais préféré que ce soit pour mes dessins, pour mon engagement en tant qu'intervenante ou militante, pour mon humour ou pour ma personne, mais pas pour victime de Norman Tavo, le grand youtubeur. Ça n'a jamais été dans un objectif de vengeance de ma part. J'ai jamais cautionné le harcèlement que lui et sa famille pouvaient recevoir. Je veux pas que mon éventuel succès porte le nom de mon agresseur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! En décembre 2022, j'ai publié une interview de Maggie Desmarais, dénonciatrice de Norman Tavo, célèbre youtubeur français. J'avais enregistré cette interview avec Maggie en juin, à l'occasion de sa venue en France dans le cadre de l'enquête, et nous attendions qu'enfin tout soit révélé publiquement pour avoir le droit de sortir l'épisode et de diffuser ces informations. L'épisode de podcast sorti en décembre 2022 a alors été écouté des milliers de fois et a permis à beaucoup de personnes de mieux comprendre ce que Maggie a vécu. Aujourd'hui, plus de 2 ans après la publication de cette interview, je reçois à nouveau Maggie, non pas pour raconter à nouveau ces événements, mais pour parler d'autres sujets essentiels. Comment a-t-elle vécu la soudaine médiatisation de l'affaire et de son visage, le cyberharcèlement? A-t-elle regretté ses dénonciations? A-t-elle culpabilisé? Comment va-t-elle aujourd'hui? Quels sont ses projets? Bref, merci Maggie de me faire à nouveau confiance pour recueillir ta voix et ton témoignage. Et puis pour commencer, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Je suis contente de te retrouver, toi, de revenir en France aussi. C'est pas facile tous les jours, mais ça va. Contente d'être là. Ok, je suis très contente aussi et contente de t'accueillir à nouveau à Nantes. Ouais, quel plaisir. Ça me fait plaisir. Alors du coup, comme je disais en introduction, on va pas revenir sur l'affaire en tant que telle. Voilà, on l'a déjà fait, tu l'as déjà fait des milliards de fois. J'aimerais du coup plutôt qu'on parle de ce qui s'est passé un peu à l'intérieur de toi, en fait, ce que toi t'as ressenti. Parce que du coup, tu t'es retrouvée à 19 ans, soudainement projetée dans la lumière, en plus pour une histoire hyper intime. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu à ce moment-là? C'était de manière tellement inattendue et impulsive. Chaque jour, chaque épreuve, chaque nouvelle était une nouvelle étape à laquelle on n'était pas préparé, autant moi que les autres, que mes proches, que les personnes qui pouvaient me venir en aide. Ça a changé des plans, ça a changé des priorités. Ça m'a amené à être très impulsive parce que j'essayais de m'adapter, puis aussi à prendre des décisions qui étaient prises hyper rapidement et encore une fois impulsives et très émotionnelles. Ok. Et avant de dénoncer, justement, est-ce que tu te rendais compte, avant de publier ce premier post, parce qu'au final, tu as commencé par un post sur Instagram, est-ce que tu te rendais compte, avant d'appuyer sur le bouton publier, à quel point ça allait changer ta vie? Non, oh my God. Je pense que ma vie serait tellement différente si j'avais pas dénoncé. Je veux dire, il y aurait tellement de choses qui seraient différentes. Je veux dire, tu serais pas dans ma vie. Il y aurait plein de gens que j'aurais pas connus. Puis il y aurait tellement des choses que j'aurais pu ne pas vivre, des trucs difficiles, des épreuves que j'aurais pas eu à vivre. Donc oui, ma vie serait complètement différente. Il y aurait des répercussions qui auraient pu être évitées aussi. Ouais, c'est sûr. Autant des points positifs malgré tout qui ont été amenés par justement des rencontres ou des choses comme ça, Ouais. et tous les trucs négatifs que tu as dû traverser. Et justement, si on parle des conséquences sur ta vie, quelles ont été ces conséquences? La liste est longue. J'ai envie de commencer en disant, premièrement, les études qui m'ont... Je veux dire, j'étais en plein dans mes études quand j'ai dénoncé, puis ça l'a été... ça l'a changé un peu dans le sens où j'ai continué les mêmes études que je faisais, mais ça a été beaucoup plus allongé parce que ça a été interrompu. Les délais d'enquête, puis de tout ça, j'ai fait des déclarations vidéo, c'était vraiment des événements qui étaient tellement difficiles à vivre en même temps que d'être à l'école à temps plein, que finalement, j'ai eu des interruptions
d'école, j'ai recommencé, puis ça m'a fait finir, ça m'a fait avoir mon diplôme un peu plus tard que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave, mais c'était quand même une conséquence qui était là. Le rapport aux réseaux sociaux qui est complètement changé avec le harcèlement, les menaces que j'ai reçues. Ça change complètement la vision qu'on a des réseaux, la présence qu'on veut avoir sur ces plateformes-là. Donc, c'est pas à négliger. Il y a aussi beaucoup de moments que j'ai perdus ou que j'ai manqués. Quand je suis venue en décembre 2022 pour la confrontation, j'avais ma mamie, donc ma grand-mère, qui a un cancer. Puis elle avait son opération pour son cancer pendant la période où j'étais en France. Puis c'était vraiment un moment hyper stressant pour toute la famille. Puis c'était un moment qu'on savait, qu'on attendait depuis longtemps. Puis de vivre un truc aussi difficile à distance, loin de ma famille, loin de mes proches, en vivant moi-même quelque chose qui est hyper difficile, c'était difficile à... Beaucoup difficile, mais c'était difficile. Mais c'était vraiment une difficulté de tout mettre ça ensemble, puis de savoir que je suis aussi loin à des milliers de kilomètres, c'était vraiment stressant, déstabilisant. Puis j'en ai même été malade pendant plusieurs jours quand j'étais arrivée en décembre, là. C'est pas pour rien que j'ai ce visage-là dans la vidéo du Roi des Rats. Je veux dire, j'ai vomi avant, après. J'étais vraiment, ça allait pas. Mais on a fait quand même le tournage parce qu'on savait que c'était important. Il y a eu aussi une perte financière. Je veux dire, c'est pas à négliger. J'avais fait un GoFundMe en décembre, puis d'ailleurs, merci à tous les gens qui ont donné parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui venaient de ta page. Mais c'est quand même pas assez pour rentabiliser tout ce que j'ai pu dépenser en déplacement d'avion, en frais d'avocat, en congés que j'ai pris au travail. Donc, ouais, il y a ça. Puis justement, concernant le travail aussi, ben, ça a complètement changé ce que je pouvais faire. Avant, quand j'étais aux études, je travaillais aussi dans les écoles primaires. Je peux moins travailler un peu avec des jeunes ados ou des enfants parce que souvent, ils vont me reconnaître. Donc, j'ai pas envie dans ma sphère de travail, me faire parler de mes traumas d'enfance puis Ouais, c'est sûr. de ce que j'ai vécu. Donc, ça change quand même la réalité de mon travail puis des plans de carrière, même si ça reste encore de l'intervention. Mais oui, en bref, ma réalité au quotidien a vraiment été changée, là. Ok. Et tu le mentionnais un peu dans les conséquences sur ta vie, le sujet du cyberharcèlement. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? À quoi ça a ressemblé les moments où tu as dénoncé et les vagues que tu t'es pris sur Internet? Je l'ai vraiment mal vécu parce que, comme c'est quelqu'un d'Internet, j'ai l'impression que les gens avaient encore plus de facilité. Il y en a j'ai l'impression qu'ils le voyaient comme un grand frère ou je sais pas, mais ça a été vraiment plus facile pour eux de venir m'insulter de un parce que c'est quelqu'un d'Internet. Donc, avoir accès à Internet aussi, plus facile de venir insulter la personne. Mais ça m'a forcé à me forger une espèce de carapace pour les insultes puis le harcèlement que j'ai reçu, là. À 19 ans, j'étais encore en train de forger ma confiance en moi, mon identité en tant que femme, puis recevoir autant de haine sur mon physique, sur le fait de me remettre en question, sur ce que j'ai vécu au quotidien, c'est vraiment difficile. Puis au bout d'un moment, les insultes sur le physique m'ont moins atteint. Les gens qui me traitaient de menteuse aussi parce que on connaît la vérité. Le problème, c'est que ça allait plus loin que ça. Il y a eu même des personnes qui ont envoyé des messages à mon emploi pour demander ce Ah que je ouais. sois licenciée. Puis tu sais, ça peut sembler banal dit comme ça, mais ça amène des rencontres avec des supérieurs, des appels avec les gens plus haut placés dans mon organisme où je travaille. Puis même s'ils sont déjà au courant, mais c'est quelque chose qui est hyper personnel à moi. Puis de mélanger le personnel autant avec le professionnel, c'est quelque chose. Sans oublier les menaces de mort ou de viol. Dans les débuts, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une chaîne YouTube. Puis dans mes vidéos, je faisais des petits vlogs et tout ça. Puis dans les débuts, quand j'avais fait ma dénonciation, les vidéos étaient toujours publiques. Maintenant, je les ai toutes mises en privé. Mais il y avait vraiment des gens qui ont regardé mes vlogs, puis ils ont réussi à savoir où j'habitais, puis me faire des menaces reliées à ça. Après, ça met vraiment en danger ma personne et les gens qui sont autour de moi dans ma famille. Mm. Donc, ouais, ça allait vraiment loin. Mm. Ouais, je pense que c'est important que tu en parles parce que souvent on n'a pas l'impression d'à quel point ça a des conséquences quand on s'attaque entre guillemets à une personnalité publique et notamment comme tu le dis une personnalité d'internet qui est ultra aimée sur internet et qui est ultra enfin qui a vraiment des fans quoi. Donc ouais, Mm. franchement c'est impressionnant. Et justement, tu es devenu malgré toi en fait le visage de cette affaire parce que les autres victimes elles ont quand même relativement toutes conservé un anonymat. Comment est-ce que tu as vécu le fait de devoir représenter toutes les victimes de cet homme et puis aussi plus largement d'incarner en fait le visage des victimes de youtubeurs sur Internet? C'est un grand rôle qu'on me donne, puis qui m'a été donné un peu par défaut, dans le sens où moi, tout ce que j'ai fait, c'est expliquer quelque chose qui m'était arrivé, puis ben ça m'a
comme transformé un peu en allant dans le militantisme, tout ça, par défaut. Puis c'est vraiment une grande responsabilité que j'ai sur mes épaules. En soi, si ça peut permettre à d'autres de voir qu'il y a une certaine partie d'espoir ou de force dans tout ça, tant mieux, mais ça reste que c'est quand même un grand poids qui est Mm. posé sur moi. Ouais. Ouais. Et puis du coup, la conséquence aussi, c'est que c'est un peu toi qui as pris pour tout le monde finalement, parce que bah, quand on pensait à l'affaire, c'était ton nom, c'était ton visage qui revenait. Quand on tape sur Internet affaire Norman, bah, on trouve tout de suite ton nom, ton prénom, ta tête. Et enfin, c'est dur quand même. Et puis je pense que ça te permet aussi de te rendre compte, enfin de deviner à quel point lui et ses proches doivent te détester, entre guillemets, pour avoir brisé sa carrière, je mets des guillemets encore une fois. Comment tu le vis ça aussi? C'est difficile parce que j'ai jamais, dans ma vie personnelle, avant ça, été comme détestée, tu sais, une haine aussi profonde. Mm. J'ai jamais vraiment vécu ça. Je veux dire, j'en ai fait des crises d'angoisse quand je suis arrivée sur Paris il y a quelques semaines. C'est une haine qui est tellement profonde à mon égard, alors qu'ils ont jamais cherché à comprendre, à nous contacter, à s'excuser. Et tout ce qu'ils ont entendu de moi, c'est ce que j'ai dit en interview, c'est ce que je dis dans les podcasts comme ça. Puis ben, ça reste que c'est pas en profondeur de qu'est-ce que j'ai pu avoir dans le trauma ou quoi que ce soit. Puis ils n'ont jamais cherché à voir plus loin. On me met responsable de tout dans les procès-verbaux reliés de l'enquête. Leurs phrases sont tous précédées de « à cause de Maggie Desmarais ». Puis ça minimise tous les autres témoignages de toutes les autres filles aussi. Donc oui, ils me mettent comme responsable de tout ça, alors que tout ce que j'ai fait, c'est expliquer ce que j'ai vécu, puis ce que lui m'a fait subir, en guillemets. Genre, Mm. donc techniquement, je veux dire, ça lui appartient, tout ça. Mm. Ouais, effectivement. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que dénoncer quelqu'un de célèbre, ça amène que du positif dans sa vie, que les victimes, elles font ça pour le buzz, pour devenir connues. Toi, tu as pu aussi avoir des réflexions comme ça parce que notamment, tu avais une chaîne YouTube au moment où tu as dénoncé Norman. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens-là? Je dirais que c'est pas du buzz, pour moi, c'est de l'actualité. Euh, mais être raccroché à ce trauma-là, à ce drama, entre guillemets, parce qu'il y en a qui considèrent ça comme du drama, c'est pas un bon buzz, pour reprendre les termes du buzz. J'ai jamais voulu être connue, puis si je devais à l'être, j'aurais préféré que ce soit pour mes dessins, pour mon engagement en tant qu'intervenante ou militante, pour mon humour ou pour ma personne, mais pas pour victime de Norman Tavo, le grand YouTuber, genre. Ouais. Si je veux créer du contenu puis que ça fonctionne, on dira forcément que c'est parce que je l'ai dénoncé ou parce qu'elle a été connue pour dénoncer. Puis ben, ça me rend triste dans une part de savoir que les gens, ils résument ça à ça comme si c'était un film ou une télé-réalité, tu sais. Mm. Ouais, effectivement. Et il y a aussi des gens, on en a discuté ensemble parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu pour toi. C'était qu'il y avait des personnes qui ont pensé que tout avait été planifié de A à Z, que le fait que le podcast sorte pile poil le jour où sa garde à vue était annoncée, c'était prévu pour lui nuire, que tu avais tout organisé tes démarches bien consciencieusement pour que ça se passe de telle manière. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le sujet? S'ils savaient à quel point que j'ai dû m'adapter puis que genre on pouvait pas le savoir nous non plus. C'était des délais qu'on devait respecter dans tous les cas. On pouvait pas sortir les informations avant la mise en garde à vue, sinon ça pouvait compromettre l'enquête ou bref, fallait suivre ces indications juridiques-là. Non seulement ça, mais on a sorti tout ça parce que c'était inévitable que ça sorte, dans le sens où on a eu des longues discussions entre les victimes, avec le roi des rats, avec les gens des médias, des amis, des conseillers juridiques, parce qu'on n'avait pas encore d'avocat avant la confrontation. Mm. Puis on préférait que les infos soient claires et précises avec nos témoignages, plutôt que genre un magazine à potins ou BFM TV qui sortent qu'ils voient Norman rentrer dans la brigade de protection de mineurs, puis que là, il y a des potins par-ci par-là, mais qu'on ne sache pas vraiment pour quelle infraction, ou pour quel fait qui était là. Bref, tout ça, c'était dans le but d'éviter la désinformation tout en respectant l'enquête puis les obligations juridiques, là. Mm. Donc, c'était vraiment pour ça, mais bon, il y aura toujours des gens qui comprennent un peu moins bien Ouais. tout ça, mais bon. Mm. Ouais, effectivement. Et concrètement, pour les gens qui se demandent qu'est-ce que tu répondrais au truc de ouais, mais une victime, elle a tout à gagner en dénonçant quelqu'un de connu.
On gagne quoi? On gagne du harcèlement, des menaces, des... Non, mais vraiment, c'est des remises en question constantes. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire que j'ai gagnée, entre guillemets, c'est vraiment tous les gens comme toi, comme je le disais, c'est les audacieuses. Ça m'a permis de faire des belles rencontres, de créer des liens avec des gens qui sont maintenant des proches, puis que j'affectionne particulièrement. Puis c'est sûr que sans ça, j'aurais pas pu les rencontrer. Les autres filles n'auraient pas pu avoir aussi toutes les autres victimes. Mm. C'est vraiment un gros regroupement. C'est quelque chose d'énorme qu'on a fait. Donc, c'est sûr que Mm. ça peut être un petit... Un un- petit point positif. oui, c'est ça, un petit point positif de nous avoir retrouvés en tant que victimes, mais Mm. ouais. Ouais, parce que tu parles des audacieuses, peut-être que tu peux rappeler ce que c'est pour les personnes qui savent pas. Oui, ben, les audacieux, en fait, c'est le groupe de toutes les victimes. Au début, les victimes écrivaient seulement sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe. Puis, ben, moi, je me ramassais avec une liste longue, genre avec tous leurs noms, mais genre une quarantaine de personnes qui voulaient avoir les nouvelles, qui voulaient être informées si les médias sortaient quelque chose ou quoi. Puis moi, ben, à chaque fois que j'avais une nouvelle, je devais reprendre cette liste de victimes-là et réécrire à tout le monde. Donc, on a juste décidé de créer un groupe pour que ça soit plus facile. Puis, ben, c'est ça. Donc, on a comme un gros groupe avec les victimes qui étaient intéressées à être dedans pour pouvoir partager les informations, pour se donner du soutien quand que certaines d'entre nous sont dans des moments plus difficiles. Puis, c'est ça. C'est vraiment comme un groupe de soutien slash information Mm. qu'on Ouais. peut donner. Donc, ouais. Mm. Et puis effectivement, c'est une conséquence positive du fait que tu es dénoncé aussi publiquement parce qu'au final, c'est via toi que toutes les victimes ont aussi pu se retrouver. Et sinon, on imagine qu'en fait, chacune aurait vécu ça toute seule dans son coin et ça aurait Ben été oui, plus dur. puis même, je me dis, genre, t'imagines s'il y en a 40 qui m'ont contacté, t'imagines celles qui m'ont pas contacté? Mm. Tu vois, c'est ce que je me dis, je me dis, mais c'est sûr ils m'ont pas tous écrit, il doit en avoir qui ont jamais osé venir me parler, puis je peux pas m'imaginer le nombre de femmes qu'il y a dans toute cette histoire-là. Mm. Ouais, Au moins, vous avez pu trouver du soutien entre vous, quoi, on va dire. ouais. Ok. Il y a certaines personnes aussi qui ont vu ces dénonciations, donc de ta part et de la part d'autres victimes, comme une vengeance envers lui. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de dire que les gens qui pensent ça, souvent, ils vont pas changer d'avis, malheureusement. C'est Mm. triste, mais c'est comme ça. J'ai envie de dire, on n'est pas dans une télé-réalité, on n'est pas dans un film, on a plus 5 ans. C'est la vraie vie, genre. J'ai jamais voulu me venger, j'ai exprimé ce qui m'était arrivé. J'ai tenté de m'adapter à ce qui s'en est suivi. Mais après, si lui veut pas se remettre en question, ça lui appartient, mais ça n'a jamais été dans un objectif de vengeance de ma part. Ça aurait amené rien de positif dans cette optique-là. Mm. Puis bon, Je pense que c'est assez clair. ouais. Et ces dénonciations aussi, elles ont eu un impact sur sa vie à lui. On a vu circuler des vidéos, par exemple, sur Internet, de lui qui pouvait se faire harceler, enfin insulter du moins dans la rue. Il y a certaines personnes qui ont aussi harcelé la fille de sa compagne. Toi, ça a été quoi tes réactions quand tu as vu les proportions que ça a pris? Je suis contente qu'on en parle. J'ai jamais cautionné le harcèlement que lui et sa famille pouvaient recevoir, le harcèlement qu'ils se prenaient. Il faut retenir que pour eux, chaque insulte, chaque menace que les gens ont exprimée portait mon nom. Donc, on revient encore à cause de Maggie Desmarais. Chaque insulte qu'ils vont recevoir, chaque harcèlement, chaque fois qu'ils vont se faire arrêter dans la rue pour parler de ça, ben, ça revient à, ben, tout ça, ça m'arrive à cause que Maggie a dénoncé. Ça les laisse dans une espèce de haine perpétuelle envers les victimes, puis particulièrement envers moi. Puis je pense que ça avance pas les choses, mais une chose est sûre, c'est surtout pour les enfants qui ont rien demandé, genre, on cautionne pas ce Mm. harcèlement-là, puis loin de moi d'avoir de l'empathie pour lui, mais c'est sûr que, je veux pas, ça doit créer des traumas de leur côté aussi, juste à cause de ça, victime de sa propre connerie, mais quand même, genre, Ouais. c'est ça, c'est difficile pour chaque côté, je pense. Mm. Ouais, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a plein de personnes qui ont l'impression que, d'une manière générale, quand tu dénonces quelqu'un, quand tu portes plainte contre quelqu'un, c'est vraiment pour faire du mal à la personne. Mais en réalité, enfin, moi, j'ai jamais rencontré de victime où le but c'était de faire du mal à la personne qu'elle dénonce, en fait. Mm. Il y a souvent plus, enfin, toi, je sais pas comment tu le vois, mais j'ai l'impression qu'il y a plus souvent un truc de je fais ça pour, bah, déjà parce que c'était illégal et qu'il faut le dire, et aussi pour protéger d'autres Ouais. personnes éventuelles. Mais au contraire, je pense que la majorité des victimes, je suis vraiment d'accord avec toi, justement, les victimes vont souvent être un peu dans la culpabilité, puis même encore plus loin, on va être dans la culpabilité de culpabiliser, pas comme pourquoi on culpabilise d'avoir de l'empathie envers notre agresseur après. Mm. Donc c'est juste c'est une culpabilité qui est constante, puis
qui nous amène à être là-dedans, là. Mm. Ouais, et justement, tu abordes le sujet. Pendant toutes ces années, est-ce qu'il y a déjà eu des moments où tu as regretté d'avoir parlé, où tu as culpabilisé de tes dénonciations? Regretter, je trouve que c'est un mot qui est lourd de sens, donc je sais pas trop. Mais culpabiliser, oui, souvent. Je sais que ça leur a amené beaucoup de mal, tout comme moi d'ailleurs, je veux dire, des troubles du sommeil, du harcèlement, des menaces, des nouveaux traumas. Je me suis parfois sentie responsable de tout ça, mais j'essaie de me souvenir que s'il avait opté, genre, il avait décidé d'opter plutôt vers, genre, une certaine justice réparatrice, des excuses, assumer ses actions, je pense que les réactions puis les conséquences de tout ça auraient pu être vraiment différentes, hein. Mais ça, c'est encore une fois pas quelque chose qui m'appartient. Si c'était à recommencer, je ferais sûrement les choses différemment pour que les conséquences soient moindres autant pour moi que de leur côté aussi. Parce que ça le crée, sans le vouloir, des victimes collatérales qui ont absolument rien demandé. Puis ça, c'est vrai que je trouve ça triste. Mm. Mais oui, mais c'est quelque chose qui est tellement difficile à aborder, une certaine empathie envers l'agresseur. C'est comme, on marche sur la ligne de comme, oui, je l'ai dénoncé, mais en même temps, ça reste un humain comme les autres, puis on a une certaine empathie parce que je suis humaine aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est Mm. difficile à aborder, mais c'est important qu'on le dise. Ok. Et justement, quand tu dis oui, peut-être j'aurais pu faire les choses autrement, tu penses à quoi, par exemple? C'est dur à dire comme ça, mais je pense déjà de poster ma dénonciation comme ça sans trop réfléchir, en écrivant ça le soir même, en le publiant, Mm. ça amène une impulsivité qui... J'aurais pris plus d'accompagnement, mais c'est dur je veux pas me taper sur la tête non plus parce que j'ai vraiment fait du meilleur que je pouvais à Bah chaque oui, c'est fois ça, ouais. qu'il y a eu une nouvelle nouvelle. mais, mais, mais oui, c'est dur à dire. Je dirais... c'est compliqué parce que je dirais juste porter plainte, mais honnêtement, si j'avais juste porté plainte sans le réseau, ça aurait peut-être jamais traversé Ouais. l'océan. Donc, c'est dur à dire à ce moment-là, mais Mm. je sais pas. J'ai dit comme ça, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'impulsivité dans tout ça. Et je Ouais. trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, souvent on pense que, enfin même moi je le vois en tant que victime qui est portée plainte, où on y dit mais en fait tu portes plainte pourquoi? Pour qu'il aille en prison, pour qu'il te donne de l'argent et tout ça. Et en fait quand on discute avec des victimes, on se rend compte que c'est jamais, enfin sauf Mm. rare cas de danger extrême pour la vie, etc. Mais c'est jamais ces trucs de prison ou d'argent qui Mais reviennent. vraiment, comme on n'a pas, je sais même pas, même encore aujourd'hui, tu me dirais, mais Maggie, tu t'attends à quoi de tous les trucs en justice? J'en ai aucune idée. Nous ce qu'on voudrait, c'est qu'il assume puis qu'il s'excuse, mais rendu là, il pourrait avoir les menottes dans le dos puis être en prison puis il dirait encore qu'on est des menteuses. Donc, on Ouais. peut pas se raccrocher à ça non plus. Donc, je sais pas, c'est vrai que la majorité des victimes, c'est pas, en tout cas, du moins, je parle pour moi, mais c'est pas ce qu'on souhaite, en fait. Ben, Mm. c'est pas ce qu'on souhaite pas non plus. On sait juste pas, en fait. On fait Ouais. juste suivre la vague de ce qu'on nous dit de faire, mais c'est, ouais, Mm. on sait pas trop. J'ai l'impression que la majorité des victimes se lancent là-dedans sans trop savoir, dans quoi on s'embarque. Mm. Et quand il a été placé en garde à vue, donc en décembre 2022, au moment où est sorti le premier épisode de podcast ensemble, toi et d'autres victimes l'ont donc confronté. Peut-être, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste la confrontation et comment est-ce que toi, tu as vécu cette rencontre avec lui? Euh, expliquer la confrontation, en gros, mon Dieu. Déjà, on n'avait pas beaucoup d'informations avant la confrontation. Pendant la confrontation, comment ça se passe? On est vraiment assis dans un petit bureau. Il est assis devant moi, de dos. Il peut se retourner comme seulement une fois pour m'identifier. Mhm. Donc, il est assis devant moi. On a nos avocats à côté de nous. On peut pas se parler directement. Donc, c'est toujours par l'entremise des avocats ou de la gendarme. Donc, pour le contexte, disons, c'est un peu ça, si les gens veulent se faire une image. Ok. Pour répondre à la question, c'était vraiment quelque chose de difficile. Je sais pas ce que j'espérais, j'avais pas vraiment d'attente non plus. Mais autant pour moi que pour les autres victimes qui l'ont confronté, je pense que c'était une épreuve qui était vraiment assez intense. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. On donne très, très peu d'informations avant la confrontation. J'avais pas d'avocat non plus avant. Donc, merci à, je vais le nommer, je sais pas s'il va l'écouter, mais mon pote Arthur, qui était étudiant avocat, qui m'a vraiment aidé pendant toutes les années puis les semaines qui ont précédé la confrontation pour me donner des informations là-dessus parce qu'on n'avait aucune information d'avocat. J'ai été personnellement surprise de la façon dont ça se fait. Faut parler très doucement, là, comme si on faisait une dictée parce que la gendarme retranscrit tout ce qu'on dit. Donc, faut vraiment parler en mode « je
suis allée. Puis c'est super long, ça rend Ouais. la chose encore plus complexe, puis ça enlève le naturel dans la façon de s'exprimer. Déjà que c'est des faits qui sont difficiles à raconter, puis que je dois penser à chaque mot pour adapter mon accent québécois, c'est quelque chose qui est plus personnel à moi, mais c'est quand même quelque chose qui est Ouais. présent. Ça rendait le truc vraiment complexe. J'avais rien pour noter. Donc, quand c'était à mon tour de dire ce qui allait pas dans sa version, c'était difficile de se rappeler de tout, surtout que ça dure des heures puis qu'on est en état de stress. Donc, difficile de se rappeler si on peut même pas noter. Puis en plus, on parle en mode 0.5, là. Genre, aussitôt que je suis sortie de la pièce, je me suis vraiment effondrée en larmes. C'était vraiment une des choses les plus difficiles que j'ai dû faire dans ma vie. Puis après la confrontation, j'ai quand même essuyé mes larmes. Je suis remontée à l'étage pour aller voir la prochaine victime qui allait passer, puis essayer de la rassurer alors que moi, je suis genre, je suis en morceaux, tu sais. Ouais. Donc, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Mm. Et est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait un déséquilibre entre la préparation que lui avait pu avoir pour cette confrontation par rapport à toi et les autres victimes? Mais tellement. Parce que j'ai rencontré mon avocat pour la première fois quelques heures avant la confrontation, là. Heureusement que ton podcast était sorti la veille parce que, justement, mon avocat m'a dit qu'il l'avait écouté pour se préparer la veille quand il avait su que c'était une victime de Norman. Je pense qu'il savait même pas que c'était Maggie Desmarais. Genre, il savait Mm. juste que c'était quoi les faits. Puis... de quoi s'attendait, mais sans le podcast, on n'aurait eu que quelques heures pour que je lui explique la situation. Donc, finalement, les médias ont permis à mon avocat de se préparer. C'est quand même fou de se dire ça. Ouais. Puis lui, par contre, je veux dire, lui, par contre, avait clairement pu se préparer. Vu le nombre de questions que son avocate avait pour moi pendant la confrontation, ça devait faire déjà quelques années qu'il préparait sa défense. Puis des années versus quelques heures, c'est ce que j'appelle un sacré déséquilibre. Ouais, c'est Sans clair. oublier que le traitement qu'on a lors de cette journée-là, c'est... Genre, je comprends pas comment la justice française fonctionne pour que ça puisse fonctionner comme ça avec dans une brigade de protection de mineurs, mais tu sais, j'étais arrivée super tôt, comme on m'a demandé. J'avais rien mangé de la journée, puis dû au stress, ben, j'étais encore malade. Donc, ça faisait plusieurs jours que j'avais des nausées, que je dormais pas, que j'avais un énorme mal de gorge. Toute la journée, j'ai juste demandé si je pouvais avoir un peu d'eau, un petit verre ou une distributrice, quoi. Rien du tout. Finalement, je rentre dans la salle, tu sais, puis il y a Norman avec son verre d'eau devant lui, puis je suis comme, moi, ça fait 5 heures que je demande d'avoir juste un petit verre d'eau, puis je peux pas l'avoir, tu sais. On était dans une salle d'attente qui, selon moi, manquait vraiment de sécurité vu la médiatisation de la chose. Puis quand on attendait, on a littéralement vu John Rachid passer devant la salle pour aller faire son audition. Puis à ce moment-là, on savait toujours pas qu'il était plus proche de Norman, mais genre, imagine la pression de voir passer quelqu'un que tu crois être un proche de ton agresseur juste devant toi avant de vivre un des moments les plus difficiles de ta vie. Les autres filles et moi, quand on a vu ça, on était complètement sous le choc. Ouais. On comprenait pas comment c'était possible juste pour... moi, j'étais déjà publique, mais toutes les autres qui étaient là puis que leur identité était encore cachée, si ça était vraiment un proche de Norman qui aurait voulu nous nuire, je veux dire, toutes nos... Ouais, en tout cas, bref, Ouais. c'est vraiment... Ouais, c'était... il y avait pas de protection en Non, fait. c'est ça. Ben, alors que lui, par exemple, genre, personne, honnêtement, c'était bien... tu sais, il y avait un peu un... Je sais pas comment dire, on aurait dit qu'il y avait un traitement un peu favorable, je trouve, pour quelque chose qui est supposé être une garde à vue, genre. Ouais. Donc, ouais, quand Mais même. rien que le fait de pas pouvoir avoir de l'eau, enfin, c'est fou quand Oui, oui, même. mais en même temps, je pense que, tu sais, c'est pas, il voulait pas en faire, c'était pas en mode on donnera pas d'eau à Maggie, tu vois. Je pense que c'est que c'était tellement, ça faisait des heures qu'il était en garde à vue, ça faisait des heures que les enquêteurs puis les gendarmes étaient en heures supplémentaires parce qu'ils faisaient juste Ouais. des procès-verbaux. Donc, je comprends le principe, mais ça reste que comme, tu sais, tu sais, c'était quelque chose de tellement simple qui prenait comme 30 secondes à faire, puis le fait qu'il y ait personne juste pour, c'est juste d'avoir quelqu'un qui aurait pu venir nous soutenir, Mm. ça aurait été tu sais, une aide psychologique pendant ce temps-là. Il y avait une psy, mais je pense qu'elle a été là pendant comme 20 minutes, puis après elle est repartie, puis je me suis dit, waouh, genre nous on est là pendant des heures, puis on Ouais. a personne pour. Donc, ouais. Ah ouais, c'est fou. Donc, il y avait pas de personne qui pouvait amener une figure un peu plus d'empathie, on va dire, à qui vous pouviez vous confier. Mais, tu sais, je vais quand même préciser, la brigade de protection de mineurs avait vraiment une psy qui était là pour nous, mais c'est juste que comme tout s'est passé hyper rapidement, puis que c'était en heures supplémentaires, puis que ça faisait comme 36 heures qu'ils étaient là, ben forcément, puis je comprends qu'à un moment donné, les gens peuvent pas tout le temps être là, c'est leur Ouais, travail c'est aussi, sûr. mais ça reste que ça aurait été primordial qu'on ait vraiment un soutien continu pendant toute la période de avant confrontation et même pendant conversation avec nos avocats et tout ça, là. Mm. Alors que ça, c'était pas présent. Mm. Ouais, Ouais. ok. Et les autres victimes, elles l'ont vécu comme toi, c'est-à-dire mal.
Ben, c'est un peu différent parce que je pense que Norman s'attendait pas à voir les autres victimes. Je pense qu'il s'attendait à avoir une garde à vue que pour moi. Puis OK. finalement, on était plusieurs à le confronter. Donc, tu vois, comme pour moi, son avocate avait plein de questions. Puis pour la majorité des autres, l'avocate avait presque pas de questions parce que forcément, elle avait rien préparé pour ça parce que c'était pas prévu qu'il y ait toutes les autres Mmh. femmes, surtout victimes de viol et tout ça. Donc, c'est un peu différent parce que c'était selon pour les autres femmes, il y en avait que c'était moins long, que ça n'a pas duré autant d'heures, mais tout ça est relié au contexte, mais ça reste tout autant difficile de parler de ça. Il y en a qui étaient en larmes pendant toute la durée de la confrontation, et donc, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. On réagit tous à notre façon, mais Mmh. ouais. Et après la confrontation, tu t'es sentie comment? Plutôt soulagée ou vide ou Ah, c'était tellement j'étais épuisée, mais épuisée. J'avais vraiment rien mangé. J'étais à terre, genre, mes émotions. Puis le pire, c'est qu'on n'a même pas eu le temps. Genre, la dernière victime qui l'a confrontée était même pas encore. Elle attendait son Uber devant la brigade que les médias avaient déjà sorti, Norman sorti de sa garde à vue, alors Mmh. qu'elle-même venait juste de sortir de la brigade. C'était comme tout s'est précipité, puis avec l'ampleur médiatique que ça l'avait pris, euh, on n'a pas le temps de se dire qu'on se sent vide ou quoi. On est dans une espèce de tempête médiatique et émotionnelle qui ne s'arrête pas pendant tout le temps qu'on était là. Donc, non, ça s'arrêtait pas du tout, là. Mmh. Ouais. Et tu as été contactée justement par des médias, après, enfin, au moment de la garde à vue et tout ça? Bah, honnêtement, je pense que au moment de la garde à vue, mais je veux dire, la majorité m'avait aussi tous contacté avant. Les journalistes m'ont jamais. J'ai toujours eu des journalistes qui m'ont écrit finalement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes journalistiques pendant la période de garde à vue. Je pense que c'est là qu'on en a reçu le plus. Vraiment, tout le monde voulait qu'on aille parler, voulait nous avoir en interview. Nous, on voulait pas en parler, on voulait pas aller sur des plateaux télé. Il y a d'autres victimes qui ont décidé de le faire de leur gré. C'est OK, mais nous, on avait vraiment nos propres limites de se dire on va pas sur tel plateau, on va pas. Puis ben, voilà. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des journalistes qui, c'est leur travail, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont été très forceurs, voire même un peu dans la menace pour vraiment nous avoir. Ah ouais. Puis, ouais. Mmh. Donc, c'était pas toujours très professionnel d'une certaine façon. Mais bon, il y a des journalistes qui ont été aussi très bienveillants, puis qui nous ont vraiment mieux expliqué aussi comment ça se passait dans le monde des médias, puis comment répondre si on souhaitait répondre, puis tout ça. Donc, on a rencontré des pépites de journalistes, mais aussi des gens Mmh. qui gérait un peu moins bien la situation. Mmh. OK. Et après cette, garde à vue, tu as aussi, pu, enfin prendre connaissance du contenu du dossier en entier. Comment est-ce que tu as vécu ça? Mon Dieu. On attendait ce dossier-là depuis tellement longtemps parce que là, pour le contexte, moi, ça faisait comme 3 ans et demi, 4 ans que j'étais là-dedans puis que je savais que tout plein de démarches se faisaient dans l'enquête, mais j'avais pas accès à ce qu'on faisait dans l'enquête puis à ce que je pouvais poser des questions, mais c'était jamais aussi clair que de voir le dossier. Donc, de recevoir ce dossier-là qui fait des milliers de pages, oh mon Dieu, ça a été... on l'attendait. Ça a été une lecture vraiment difficile, encore une fois, mais j'étais surprise à quel point qu'on laissait de l'espace à sa défense, puis à ses proches. Genre des pages et des pages pour seulement répéter que c'est un bon père, qu'il est gentil, qu'il est doux, parler du décès de sa mère. Tout ça, c'est valide, puis c'est des épreuves difficiles dans sa vie, mais ça change en aucun cas les délits puis les crimes sexuels qu'il a commis, puis le fait qu'on laisse autant d'espace à ce genre de propos dans une enquête pour viol et corruption de mineurs, j'étais sous le choc de voir à quel point il y avait des pages pour juste dire que c'était une bonne personne. Toutes ses proches parlaient comme si ils étaient là quand il vivait sa sexualité, comme s'ils étaient à côté du téléphone ou dans la chambre, tu sais, quand ça se passait. Puis ça me dépassait parce que c'est des choses qu'ils peuvent pas savoir. Tu sais, ils ont bien beau dire qu'ils sont doux, ok, mais comme t'es sa sœur, est-ce que tu sais comment il baise dans son lit, genre, tu sais, comme ça me dépasse de voir comment les gens se permettaient de faire des assumptions pour contrer des dizaines de témoignages qui disent la même chose. Genre, ouais, ça a été assez difficile comme lecture. De voir autant de témoignages de sa famille puis de ses proches, ça m'a mis à me questionner, moi, il était où tous les témoignages de ma famille, de mes proches, de mes amis, genre les gens qui étaient près de moi pour dire que ça m'avait détruite en tant que jeune adolescente, pour parler du harcèlement puis des nuits d'insomnie que j'avais eues suite à ma dénonciation, bah c'est pas présent là. J'avais même, je veux dire, j'ai tellement de gens qui ont vu ce qu'il m'écrivait, qui étaient là, puis ces personnes-là sont pas dans le dossier, mais lui, par contre, genre, sa sœur, sa meilleure amie, les gens qui
était juste pour dire que... Bref, des fois, c'est à ne rien comprendre, mais bon... Ouais, un c'était... déséquilibre, en fait. Ben, Parce encore une que... fois, oui, exact, ça faisait aucun sens. Pour moi, c'est pas normal qu'il y ait 5 pages qui expliquent que c'est un bon père, puis une demi-page pour une victime qui explique un viol. Genre, je suis comme, comment c'est possible, genre, comme résumer ça de cette façon-là, genre. C'est sûr qu'après, quand tu lis puis t'as le dossier entre les mains, il y a l'air d'avoir une défense du 3/4 du dossier, alors qu'il y a littéralement les 43 victimes qui ont été communiquées, qui ont été appelées, qui ont eu des messages. C'est quand même des personnes qui ont envoyé des messages, puis j'ai l'impression qu'on passe complètement droit à toutes ces personnes-là qui m'ont contacté puis qui sont dans le dossier. Donc, ouais. Ouais, effectivement, c'est c'est fou quand même. Puis enfin, je trouve ça revient sur l'idée de en fait, on connaît jamais les gens dans l'intimité. Enfin, il y a toujours cette défense, on le voit dès qu'il y a des personnes qui sont accusées, etc., de non, mais c'est un super acteur, non, mais c'est quelqu'un de super gentil, moi je lui ai déjà parlé, il est trop sympa. Mais en fait, vous savez pas comment sont les gens dans l'intimité, en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et effectivement, on le voit avec des proches qui le défendent et on peut comprendre entre guillemets parce que voilà, on imagine que Oui, oui. en se mettant à leur place, ça doit être difficile et qu'on a envie de défendre les personnes qu'on aime, mais bien se rappeler que même nos proches, en fait, on les connaît pas. Enfin voilà, et que quand il y a des accusations comme ça, bah on a beau penser que peut-être la personne elle est hyper sympa, hyper douce, bah peut-être qu'elle a quand même fait des choses horribles. Ben, c'est surtout que c'est pas un cas isolé, là. Dans son cas, c'est d'avoir autant de gens qui ne se parlaient pas entre eux, parce que les filles, quand ils m'écrivaient leurs témoignages puis qu'ils le donnaient aux policières, aux gendarmes, c'était pas... genre, on se parlait pas avant, tu vois, c'était comme... Ils faisaient leurs témoignages, puis après, on se mettait ensemble dans le groupe pour discuter, pour se donner du soutien, mais le témoignage reste le même. Le fait qu'il y ait autant... La vidéo du roi des rats, il y a aucune fille qui s'est parlé entre elles avant de voir le roi des rats, puis on dit la même chose. C'est fou quand on regarde cette vidéo-là de se rendre compte à quel point que ils nous traitaient tous de la même façon, genre. Donc, je trouve ça fou de... Ouais. Ouais, effectivement. Je rappelle pour des biens journalistiques et légaux que Norman reste présumé innocent aux yeux de la loi, voilà, et que actuellement le dossier a été classé sans suite, mais que vous vous êtes réservé le droit de vous de vous constituer en civil. Donc ça, c'est important de le rappeler. Peut-être juste, tu peux expliquer ce que ça veut dire se constituer en partie civile? Oui, ben honnêtement, c'est des détails juridiques que même moi, je suis pas certaine de tout comprendre. Mais en gros, à ce que j'ai compris, ça ressemble un peu à comme si on faisait appel. C'est un peu ça. Donc, en gros, ça devient pas partie civile. Il faut pas mélanger partie civile et constitution civile, là. En gros, constitution civile, c'est qu'on va saisir le juge d'instruction nous-mêmes. Donc, ça reste encore le pénal contre Norman. C'est pas genre les audacieuses vs Norman, là. C'est pas comme une guerre de propriétaires ou un truc en civil. C'est pas ça. Donc, ça reste dans le pénal, encore une fois. Mais je sais pas comment dire, c'est comme si on dirait au juge, genre, non, mais regarde vraiment le dossier, puis recommence, genre. Mais... Recommence le travail. Mais c'est un peu ça, donc ça a été une décision qui a été prise il y a vraiment pas longtemps, d'ailleurs, quand j'avais eu la rencontre avec les avocats. Au début, je pensais venir en France pour la première fois sans rencontre juridique. Finalement, j'ai quand même vu les avocats, puis on a quand même eu une rencontre avec les filles. Mais ça a été vraiment... ça a été bien fait, puis ça a été une rencontre qui a été un peu plus rassurante parce qu'on savait plus où on s'en allait, en fait. Le classement sans suite a fait quand même un peu mal, on va pas se mentir, mais on s'est dit, tant qu'à être rendu là, on va aller jusqu'au bout de l'affaire, puis ça peut pas être pire. Au pire, ça va être juste vraiment classé sans suite, puis on pourra pas aller plus loin, mais au moins, on aura essayé de tout donner. Puis je veux dire, ça démontre juste un gros problème dans la justice française si c'est encore classé sans suite. Comment c'est possible d'avoir 43 personnes qui disent avoir été victimes de la même personne puis que c'est quand même classé sans suite? Je ne comprends pas. Ouais. Donc, ouais. Dans tous les cas, ça servira pour montrer qu'il y a un Oui, c'est ça. Souci. Au pire, ça va faire partie de l'histoire, puis ben, dans les prochaines années, ça pourra revenir... pour les prochains cas qui vont pouvoir être similaires pour montrer que ça a été présent auparavant aussi. Ouais. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vas par rapport à toute cette histoire? Honnêtement, pas au top. J'essaie d'aller mieux chaque jour, mais c'est vrai que ça
ça vient par vagues. Je veux dire, il y a des moments qui sont plus calmes. Il y a d'autres moments que des pseudo-journalistes sortent des vidéos à Noël. Je rigole, mais c'est juste qu'il y a il y a des gens vraiment qui remettent le sujet sur la table alors que plus personne n'en parle. Puis encore une fois, ça me présente comme, genre, la grande responsable de toute cette chute, hein. Puis, ben, ça me crée encore du harcèlement, des menaces et tout ça, même des années plus tard. Donc, ça a des répercussions sur ma vie encore aujourd'hui. Puis, c'est difficile d'être ici en France. C'est difficile de sortir de chez moi puis de savoir que certaines personnes dans ma vie, même si je les affectionne particulièrement, sont là à cause de cette histoire-là. Mais à cause, pas à cause, mais tu sais, c'est grâce à cette dénonciation-là que j'ai ces gens-là dans ma vie. Puis de réaliser que c'est parce que j'ai parlé que j'ai ces gens-là, ben, Mm. c'est quand même une réalisation que je dois me faire. Ouais, c'est Ouais. sûr. Et envers lui, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? C'est une question qui est extrêmement difficile. C'est pas de la haine, c'est pas vraiment de l'empathie non plus. C'est comme un mélange de tout plein d'émotions ensemble. J'espère, même on espère, qu'il va y avoir une forme de remise en question de sa part. On peut toujours rêver d'excuses, même si Mm. ça arrivera sûrement jamais. Euh, je pense que c'est surtout vide. Genre, au fond, j'ai jamais vraiment connu cet homme-là. Il est peut-être un papa fantastique, je le saurai jamais, puis honnêtement, je veux pas le savoir. Je le connais par l'entremise de l'emprise qu'il a exercée sur moi, puis les témoignages des dizaines d'autres victimes qu'il y a eu. J'ai pas besoin d'en savoir plus, puis surtout, j'ai pas à ressentir quoi que ce soit pour cet homme-là. Je le connais pas vraiment, finalement. Donc, c'est vide, juste, je ressens rien, Ok. qu'il fasse ses trucs. Ouais. Ok. Et si lui et ses proches écoutent le podcast, est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Je sais qu'ils vont écouter. Salut, vous autres! Je sais pas quoi dire, mais ils surveillent chaque petite story que je fais, chaque prise de parole que je prends. Puis honnêtement, cette fois-là, j'ai envie de lâcher prise. Fait que je sais qu'ils m'écoutent, là. Depuis le début, chaque fois qu'on me posait cette question-là, je répondais qu'ils l'assument, qu'ils se remettent en question, puis nous, on garde la tête haute. Puis à chaque fois, je disais toujours la même chose. Puis maintenant, non. À sa famille, j'ai envie de dire que je vous comprends un peu. Je peux pas m'imaginer ce que ça ferait d'avoir un proche accusé de telle chose. Ses proches ont pas commis les actions. Ils réagissent puis ils s'adaptent comme ils le souhaitent. C'est leur vie. Ils font ce qu'ils veulent après. Il était dans la chambre avec ses victimes. C'est lui qui écrivait les messages sur son téléphone, sur Snapchat, sur Messenger. Lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il connaissait notre âge. Il sait le genre de messages qu'il nous envoyait, les demandes excessives qu'il faisait, les gestes qu'il a posés sur nos corps. Si lui est prêt à vivre tout le reste de sa vie en sachant ces choses-là, sans les assumer, sans s'excuser ou avoir le moindre remords, ça lui appartient, mais c'est pas à moi de prendre ça sur moi. Je pèse mes mots, mais si j'avais quelque chose à dire quand même, je m'excuse. Puis c'est difficile à dire pour moi parce que ça me ramène à une certaine empathie envers eux, envers vous, parce que je sais qu'ils m'écoutent. C'était naïf de ma part, mais j'aurais jamais pensé que ça prendrait cette ampleur-là. Puis je sais que sans le vouloir, ma dénonciation a amené des conséquences indélébiles dans la vie de leur famille, de leurs enfants. Puis pour ça, je m'en excuse. Mais je m'en excuse pas de m'avoir exprimé puis d'avoir dit ma vérité. Mais c'est ça. Je pense que ce qu'il faut retenir puis ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est juste que, surtout lui, c'est que ça lui appartient. Lui, il sait ce qu'il a fait. Puis après, c'est à lui de voir comment il veut gérer ça dans sa vie future puis dans son intérieur. Mais ça m'appartient pas. Ok. Très bien. Merci beaucoup de nous confier ça. Je pense que c'est important effectivement de... Puis je trouve que c'est fort à la fois que tu t'excuses, mais en même temps que tu reconnaisses que en fait tu as fait ce qui te semblait être le mieux et je pense que c'est important quand même que tu sois fier de ça. Parce que en vrai, même si tu peux te dire oui, ça a eu des conséquences sur sa vie que peut-être j'aurais pas voulu, bah faut aussi penser à toutes les filles qui étaient toutes seules dans leur coin, qui vivaient ça toutes seules. Et en fait, grâce à ta prise de parole, elles se sont dit, ok, mais en fait, je suis pas folle, j'ai pas inventé, oui, il avait pas à faire ça, etc., etc. Et au final, même non seulement pour les personnes qui l'ont accusé, mais aussi pour toutes les autres qui se sont reconnues dans des cas similaires et qui se sont dit, ok, mais en fait, s'il a fait ça, il n'avait pas le droit. Donc, je pense que c'est important que tu sois fière de toi quand même Ben, de ce que merci tu as beaucoup. fait. Je pense que c'est difficile de trouver un juste milieu entre la fierté puis l'empathie que je peux avoir puis la culpabilité aussi. C'est tellement un mélange d'émotions complètement contradictoires.
que c'est difficile de jongler avec tout Mm. ça, puis de savoir comment je me sens vraiment, puis de comment exprimer tout ça, Mm. finalement. Puis c'est très humain en fait d'avoir tout Oui, ce ben mélange c'est normal, d'émotions, c'est quoi. normal aussi. Ça Ouais. serait, au contraire, si j'étais seulement dans de la haine constante ou dans une culpabilité constante, ça serait pas mieux non plus. Donc, je pense que c'est bien finalement d'essayer de trouver un middle ground, juste un milieu à tout ça. Mm. Mm. Totalement. Et du coup, pour la suite de cette histoire, ça va être quoi les prochaines étapes en fait? Ouais, ben, comme on expliquait pour la constitution civile, selon nos avocats, on en aurait encore pour plusieurs années, là, genre entre 3 et 4 ans. Donc, je tiens juste à préciser que pour moi, si on rajoute encore 4 ans à partir de maintenant, ça va faire 8 ans Mm. au complet que j'ai dénoncé puis que je suis dans cette histoire-là. C'est énorme. Euh, Au départ, quand ça a été classé sans suite, je me suis dit, je vais me retirer. Au début, c'est ce que j'ai pensé tout de suite quand que ça a été classé sans suite parce que quand j'ai vu le dossier, j'ai vu que sa défense, finalement, c'est moi. Mm. Il se défend pas vraiment pour les viols, il se défend pas vraiment pour les autres femmes. Donc, je me dis, si les autres filles continuent sans moi, il pourra pas nommer mon nom. Si après, ils disent à cause, s'ils essaient de dire à cause de Maggie Desmarais, les juges vont dire, mais Madame Desmarais est pas dans le, est pas ici, est pas dans le dossier. Donc, au début, je voulais me retirer. Finalement, après discussion avec toutes les filles, avec les avocats, on a décidé qu'on allait continuer tous ensemble parce que, de toute façon, si je m'enlevais, les conséquences négatives du tribunal ou des médias allaient me retomber dessus dans tous les cas. Donc, tant qu'à ça, je vais être dedans, puis ça va donner encore plus de poids pour accompagner aussi les autres victimes qui sont dedans. Euh, mais oui, donc on en a encore pour plusieurs années. Mm. Ouais. Ok. Et si c'était à refaire, tu laisserais la toute jeune Maggie publier son témoignage sur Instagram? Tu lui dirais quoi? Je sais pas. Je pense que je lui dirais non, non, Maggie, pose ton téléphone. Pose ton téléphone, puis réfléchis, puis profite du temps avec les gens que t'aimes. Mais sinon, je sais pas. Je pense que je lui dirais de prendre son temps, de s'informer auprès de professionnels ou de gens qui ont déjà dénoncé euh, pour parler des impacts puis des conséquences que cette dénonciation-là peut avoir sur sa vie, sur la vie des autres gens impliqués. Même si on pouvait pas tout prévoir, je pense que ça aurait pu m'aider à être un peu moins impulsive puis un peu mieux comprendre ce qui m'attendait. Donc, ouais. Ok. Et avant toute la médiatisation de cette histoire, tu étais intéressée par la création de contenu. On l'a dit, tu avais même une chaîne YouTube sur laquelle tu publiais des petits vlogs et tout ça. Donc, tu as tout fermé pour éviter qu'on t'accuse de vouloir profiter de cette mise en lumière. Au final, tu as mis entre parenthèses certains projets de vie. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça aussi? Oui, ben, écoute, je l'ai fermé, oui, pour éviter qu'on m'accuse de vouloir profiter de cette espèce de mise en lumière, mais aussi pour ma sécurité, vu Mm. toutes les menaces que j'avais reçues. Euh, mais oui, j'en parlais justement avec Charlotte, qui a été victime de Depardieu, que j'ai vu sur Paris il y a quelques semaines. C'est vraiment comme si notre vie est sur pause pendant toutes ces années-là. Il se passe tellement de choses, mais c'est comme si on les voyait pas passer parce que notre vie entoure cet événement, puis ne s'arrête jamais parce que on se met dans cette case-là, mais aussi parce que toutes les autres, tout le reste du monde nous met dans cette case-là aussi. De savoir qu'il me reste encore des années de procédure, ben ça me terrifie un peu. Comme je dis, ça fait déjà 4 ans. Si on rajoute un autre 4 ans, ça fait beaucoup d'années. Il s'en est passé des choses. Ça me fait peur parce que je veux pas que mon éventuel succès porte le nom de mon agresseur. Je veux juste être moi. C'est un exemple parmi tant d'autres, puis je sors un peu du sujet. Mais je suis une grande fan de Big Flo et Oli. Puis quand je les ai vus, quand ils sont venus au Québec, tout ce que je voulais, c'est être visionnaire. Je voulais juste être fan d'eux. Puis je savais qu'ils connaissaient mon visage. Je savais qu'ils savaient qui j'étais. Mais je voulais juste être une fan le temps d'une soirée. Puis quand je les ai rencontrés, j'ai pas réussi à dire un mot. Trop peur qu'ils reconnaissent ma voix. Encore aujourd'hui, j'ose espérer qu'ils m'ont pas reconnu, même si tous les gens qui étaient avec moi ce soir-là pensent le contraire. Mais, mais c'est dur de se dire qu'on a vraiment cette étiquette-là collée, que ce soit pour la création de contenu, mais que ce soit dans ma vie personnelle après, quand je veux sortir pour faire Mm. des trucs dans mon quotidien. Ben ça devient super difficile. Puis ben, j'ai vraiment cette étiquette-là collée sur moi. Mm. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es prête à te lancer dans ce qui te passionnait il y a plusieurs années, de t'y remettre à nouveau? La création de contenu, ça me fait vraiment peur. J'ai envie de revenir, mais je suis, sans exagération, traumatisée du harcèlement puis des menaces de mort que je me suis pris. Donc, le retour de genre petit vlog léger sur ma petite vie avec les gens qui m'entourent n'est clairement pas possible, du moins pas pour l'instant, c'est sûr. Je pense peut-être recommencer à publier du contenu de façon publique, genre sur TikTok et tout ça.
à créer, à échanger avec le monde. J'aimerais remettre mon compte en public aussi. Ça fait assez longtemps, puis je suis tannée de me cacher, de me taire, de rester dans l'ombre, parce que je suis tellement plus que cette dénonciation-là, puis on dirait que je me suis emprisonnée là-dedans depuis toutes les dernières années. Donc, ouais. Ok. Et c'est quelque chose que tu appréhendes du coup sur le lancement de nouveaux projets, notamment sur la réception? Ben oui, parce que j'ai plein de petits projets en tête depuis des années que je fais pas par peur, pour ma sécurité, pour les gens affichés avec moi sur mes réseaux, pour les potentielles insultes et potentielles retombées de tout ça. Mais je pense que je me sens enfin prête à retrouver cette petite étincelle-là qui me rendait tellement heureuse en tant qu'ado, puis de jeune adulte avant la dénonciation. J'espère juste que cette étiquette de victime-là n'impactera pas trop les retours sur ce que je partage, même si c'est un peu inévitable. Mm. Parce que je le répète, mais je suis tellement plus que ça, puis ça m'a pris du temps pour comprendre que j'étais pas juste la victime de Norman, finalement. Mm. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir désormais? Plein d'espoir. Je ressens mon étincelle créative qui est prête à revenir de plus en plus. J'apprends chaque jour, je m'entoure des personnes safe que j'aime puis qui m'aiment tout autant. J'avance la tête haute, mais j'accepte aussi que par moments, ben, je m'écroule en larmes puis que je suis humaine. Après tout, je veux dire, c'est normal. Mais ouais, j'essaie d'accepter les hauts et les bas. Mm. Et tu dirais quoi à des personnes qui nous écoutent, qui ont été victimes aussi de personnalités publiques et qui n'osent pas prendre la parole? Euh, de bien penser aux conséquences que ça peut amener dans leur vie, Mm. de parler avec des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu. Mes DM sont toujours ouverts, mais surtout de se raccrocher à la vraie vie. Je pense que c'est ce qu'on oublie surtout quand on fait des dénonciations publiques, c'est qu'on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est un monde comme si on ne pouvait pas quitter ce monde-là, alors que ce qui est important, c'est vraiment la vraie vie. C'est pas les réseaux. Ok. Et pour terminer, du coup, Over the Rainbow, ça veut dire au-delà de l'arc-en-ciel, donc ça renvoie à une Ouais. notion d'espoir. Est-ce que tu as un message positif que tu voudrais transmettre pour terminer cet épisode? Je me sens comme genre la Maggie, coach de vie poétique, genre. Mais continuez de rêver puis de vous accrocher à ce qui vous passionne, puis prenez soin des gens que vous aimez, puis de vous-même surtout. C'est souvent les petites choses simples qui font la différence puis qui nous sauvent la vie, finalement. Mm. Donc, ouais. Très belle façon de terminer cet épisode. Merci beaucoup, Maggie. Merci de déjà m'avoir fait confiance il y a pas mal de temps déjà pour Ouais. enregistrer le premier épisode et puis de me refaire confiance pour faire un peu un petit point Oui, ben c'est quand même update. c'est quand même difficile de se dire que tu sais il y a vraiment j'ai pas pris énormément de prises de parole publiques depuis les dernières années, depuis la confrontation. Donc ouais, ça fait un plaisir de reprendre cette parole-là avec toi. Merci. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir raconté à nouveau ton histoire. J'espère que ça pourra servir et que ça pourra permettre à certaines personnes qui, des fois, ont des préjugés sur justement celles qui prennent la parole en public de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc merci Maggie et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer éventuellement mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye. Bisous.